Pour répondre sur l'aspect, c'est une boîte fermée, il y a un plugin qui existe déjà qu'on peut installer dans Chrome qui va brancher ChatGPT à tout le web. Donc voilà, ça existe. Sur ChatGPT 4, il y a plein de rumeurs. Il y en a qui disent qu'on va gagner en puissance, d'autres qu'on va gagner en rapidité, d'autres qui, etc. Donc ça reste des rumeurs et tout est à peu près shooté par le propriétaire OpenAI sur Twitter. Donc ça reste des rumeurs. Donc oui, je suis Ludix, donc je vais faire un zoom moi, sur les impacts de ChatGPT sur mon monde, le monde du design. Design au sens product design et UX UI design. Je suis designer depuis de nombreuses années, j'enseigne aussi dans quelques écoles sur Paris. D'ailleurs, les étudiants, c'est un beau terrain de jeu pour eux et comme vous le savez sûrement, il y a tout un tas d'universités dans le monde qui ont interdit l'utilisation de ChatGPT à l'école pour éviter les cas de triche et que nos étudiants continuent à utiliser leur cerveau. Rapidement, en intro, je vais vous présenter la conf que j'ai décidé de ne pas faire. Donc j'ai demandé à ChatGPT le contenu de ce que j'aurais pu vous raconter, mais je vais décider de faire quelque chose d'un peu plus personnel. Donc je vais vous faire un retour d'expérience sur des use cases dans le design. Peut-être que c'est très bon ce qu'il a proposé, on n'en saura jamais rien. Rapidement, le contenu, l'agenda, donc qui suis-je, c'est pas trop le sujet. ChatGPT et moi, c'est juste pour contextualiser un petit peu l'historique que j'ai avec cette nouvelle techno. Et après, on va jumper dans ce qui nous intéresse. Je suis designer, comment est-ce que j'utilise ChatGPT, pourquoi et comment. On fera un court bilan qui sera un peu une introduction au reste sous format table ronde, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout et à interagir plus en termes d'éthique, etc. Donc je suis qui? Je suis le premier Français qui a atteint de ChatGPT aigu, donc c'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher de poser tout un tas de questions super intéressantes à ChatGPT. Et plus sérieusement, sous format persona, voici une fiche d'identité qui me décrit rapidement. Juste lire que je suis Lidwix enseignant et que je suis breton, c'est écrit ici. Victor est meilleur que ChatGPT. Voilà une courbe qui retranscrit rapidement le niveau d'intérêt que personnellement j'ai eu vis-à-vis de cette nouvelle techno. Tout s'est passé à peu près au mois de décembre, comme tous les gens un peu curieux qui se sont posé la question mais à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est que ce truc. Ça a commencé très mal mon histoire avec ChatGPT parce que en fait en tant que designer je suis plus penché en novembre sur toutes les IA génératives, ça s'appelle donc des IA qui permettent de générer tout un tas d'images dans tout un tas de styles graphiques différents et on s'amuse et on poste ça sur LinkedIn. Ensuite j'ai commencé à utiliser ChatGPT sur des use cases super intéressants comme vous le voyez et ensuite il y a eu une sorte de déclic, je me suis aperçu que la communauté de designers, il se passait un truc. Sur les réseaux tels que LinkedIn, il y avait des meet-ups, il y avait des webinars. Et là, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je me penche dessus. En tant que professionnel et en tant qu'enseignant, c'est quand même intéressant de suivre un petit peu ce qui se passe. Donc, ceci étant précisé, on va voir ensemble pourquoi et comment on pourrait utiliser ChatGPT en tant que designer. Postulat de départ, pourquoi est-ce que je l'utilise? Donc, il y a un certain monsieur, je ne sais pas qui le connaît dans la salle, vous pouvez lever la main ceux qui le connaissent. Voilà, les designers. Donc ce monsieur, c'est Jacob Nielsen, il est très connu dans le monde du design et surtout de l'utilisabilité. Il a créé des heuristiques pour l'ergonomie et l'UX. Et lui est persuadé, donc c'est une phrase à l'affirmative, voilà, l'IA va révolutionner le monde du design. Donc je disais, Jacob Nielsen est persuadé que le monde de l'IA va révolutionner l'efficacité, va accroître la productivité, des mots bien capitalistes. Et moi, je donne un petit peu de nuance à tout ça. Il y a un ticket d'entrée, donc je rebondis sur tout ce qu'a dit Victor, le prompt engineering, pour utiliser les termes, ça ne s'improvise pas. Si on ne contextualise pas la demande de la requête, si c'est pas que vous êtes designer par exemple, il faut lui dire qui vous êtes. Si vous contextualisez en tant que designer UX, j'aimerais savoir que, déjà, ce sera beaucoup plus qualitatif que si vous dites juste salut, je m'appelle Tanguy et j'aimerais que vous ayez compris l'idée. Moi, je suis persuadé, en tout cas c'est mon retour d'expérience à date, que c'est très utile dans certains contextes et absolument pas dans d'autres contextes. Exemple, je travaille pour une boîte qui a déjà un peu d'expérience avec des IA, mais des mauvaises expériences. Je ne vais pas arriver avec mes gros sabots et leur proposer d'utiliser ChatGPT. Et pour certaines tâches que je vais décrire derrière. Donc, si on résume, pourquoi utiliser ChatGPT en tant que designer? Un, pour tenter d'améliorer mon efficacité et d'être plus rapide. Et deux, sur le marché de l'emploi, il y a peut-être d'autres designers qui auront appris à l'utiliser. Et du coup, pour mon employabilité, pour utiliser des termes RH, ou pour gagner en compétitivité, pour parler comme un bon capitaliste, eh ben, je m'y intéresse, je suis curieux, j'apprends à utiliser tout ça.
Pour utiliser des mots avec lesquels je suis un tout petit peu plus en phase, moi j'aimerais dédier plus de temps à mon cœur de métier. Et ça, peut-être que qu'on soit designer ou pas, vous vous retrouverez là-dedans. ChatGPT va me permettre de gagner sur des tâches un peu répétitives, de la traduction, de la production de résumés, etc. Donc là-dessus, il y a quelque chose à faire. Et aussi, moi, pour adapter, encore une fois en tant que designer, mais aussi en tant qu'enseignant, sur les changements techno et sociétaux, j'aime bien essayer de rester à la page. Et on en reparlera à la table ronde. Donc le comment, on a vu avec Victor que il y a deux modes principaux, soit je vais direct sur ChatGPT au sens conversationnel, soit j'utilise des API, et pour les designers de la salle, j'utilise un plugin Figma. Donc Figma, juste pour être au clair, c'est un outil très utilisé dans le design pour produire des maquettes, des prototypes et illustrer les parcours utilisateurs dans une interface web. Accrochez-vous, là je vais lister tout un tas de prompts. Je commence par des prompts génériques qui ne sont pas du tout spécifiques au design. Tout simplement, j'ai une nouvelle mission, je me lance dans le monde pharmaceutique et j'y connais rien, donc ChatGPT va vous informer là-dessus. Là, je vais aller vite, désolé. Deuxième, ça c'est du vécu, je travaille dans une banque et de l'assurance avant. On me dit, tu vas faire un projet sur FRS 17, ben, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc si je veux en apprendre plus sur une norme, un cadre légal, une loi, il peut me faire un petit résumé sympa rapidement. Ça aussi, c'est du vécu. Quand on est UX designer, on travaille avec des gens qui connaissent plus ou moins l'UX. Ça peut être bien d'expliquer ce que c'est. Donc, dans une vue pédagogique ou d'acculturation, au sein d'une entreprise, on peut aussi avoir besoin de partager un glossaire, etc. Et ça, il le fait très bien. Donc voilà. Là, je vais avancer un peu plus vite. Les bénéfices pour favoriser l'adoption. Identifier les phases. Voilà. Donc là, on va rentrer plus dans le... Je suis designer, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est du vécu. Je l'ai encore utilisé hier matin. J'ai un corpus d'interviews que je dois résumer. Des interviews que j'ai fait avec mes clients. Et en fait, je lui passe tout ça en entrée et il peut me résumer en X mots. Bref, c'est assez sympa et assez efficace pour gagner du temps. Je veux initier une réflexion sur un use case particulier, en apprendre plus sur les besoins de telle typologie d'utilisateurs. Pareil, je peux questionner. Initier une réflexion sur les user flows. Donc les user flows, c'est les étapes qui me permettront sur une interface d'interagir et de découvrir les fonctionnalités. Donc pareil, encore une fois, je vais un peu vite, mais en question, on pourra revenir sur des use cases qui vous intéressent en particulier. Les irritants, donc les pain points en anglais, donc pour comprendre un peu les points de difficulté de nos clients. Donc ça, c'est pareil, selon vos use cases, vous pourrez questionner la base de données. Persona, donc ça c'est un archétype de profil utilisateur. Pareil, si je rentre dans un projet sur un monde que je connais moins, il peut me faire un résumé avec tout un tas de classifications intéressantes. Moi, je le copie-colle pas, hein, je le prends comme base de travail, comme base de réflexion, mais ça peut être un... Ça, on l'a fait dans mon équipe. On a voulu faire un proto-persona justement de l'architecte d'entreprise. Nous, on y a passé, à 4 personnes, on y a passé plusieurs heures. Enfin, le temps de chacun faire nos recherches, de mettre ensemble, etc. Et ChatGPT, il vous produit quelque chose en quelques instants. Donc, c'est quand même, encore une fois, c'est pas pour copier-coller, mais c'est comme base de réflexion. Une expérience map, je passe. Alors, si je suis UX designer, je peux aussi rentrer... Pardon, c'est sensible. Là, je rentre plus dans la façon de structurer mon interface, le layout. Comment est-ce que je peux structurer mes écrans? Vous pouvez aussi questionner ChatGPT. Alors là, on a l'impression, on parlait tout à l'heure de ChatGPT, c'est effectivement aujourd'hui à date une des IA accessibles au grand public qui permet de questionner le plus de... Enfin, qui est très généraliste et qui vous répondra quasiment à coup sûr, sauf sur la question de l'œuf et de la poule. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'assez spécialisé qui permet quand même de donner une base de discussion avec vos PO, vos PM, etc. Ça, c'est toujours sympa de prendre aussi du recul sur des use cases qu'on connaît bien, mais ça peut permettre d'attaquer un sujet sous un angle un peu différent. On peut être à la marge surpris par les réponses de ChatGPT,
ou se dire tiens, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas vu ça comme ça. Donc en termes de prompt engineering, je le force à me répondre en SWOT. Je sais pas si tout le monde connaît. Et comme ça structure aussi la pensée. Donc selon les templates, les canevas que vous utilisez avec vos clients, vous pouvez les passer en paramètres dans le prompt. UX Writer, donc Content Designer, c'est tout ce qui est vraiment la discipline du contenu, parce que le web est avant tout du contenu. Trouver les bons mots, la bonne tonalité pour parler à ses clients. Donc là aussi, là-dessus, on peut trouver de l'inspiration. Là, j'ai un use case, les messages d'erreur dans un réseau social. La traduction, là, je suis en train de le mettre en place dans mes maquettes. Dans ma boîte, on maquette surtout en anglais et en français, mais on est amené à vendre nos logiciels un petit peu partout sur la planète. Donc, on est en train de mettre en place et d'automatiser au maximum une traduction en allemand pour être sûr que notre responsive design et tout ce qu'on a intégré est en train de tenir le choc vis-à-vis de la langue allemande, qui est une langue apparemment qui foisonne. C'est le terme des content designers. Alors, le lorem ipsum, c'est un peu le mal du siècle pour le designer. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le fait de mettre du texte généré en latin pour blinder un peu les maquettes de mots qui ne veulent rien dire. Mais justement, c'est un peu là où le bal blesse. C'est important pour le designer de s'approprier un sujet fonctionnel et donc de passer sur du wording métier. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut facilement utiliser ChatGPT là-dessus. Je vais avancer. Vous aurez accès à tous les slides. Donc, s'il y a des prompts ou des sujets qui vous intéressent, vous pourrez y revenir tranquillement. Notion de réassurance en UX, c'est super important. Essayer de rassurer sur tout un tas de sujets un petit peu non sexy qui font peur à nos clients. La confiance, où partent les données, les badges de sécurité, etc. J'ai enfin trouvé je vous le partage, du coup, j'ai trouvé l'épine dans le pied de ChatGPT. ChatGPT, en fait, quand on discute avec lui, on s'aperçoit qu'il est très vite trop poli ou en tout cas qu'il passe vite en mode langue de bois. Donc voilà, si je suis un designer, je vais mouiller un peu, je vais dire que je travaille chez Facebook et je veux utiliser des dark patterns pour que mes utilisateurs passent le plus de temps sur ma plateforme et que j'ai plus de sous. Voilà, ChatGPT botte en touche. Donc de temps en temps, il passe en mode. Il a fait la même en parlant de Vladimir Poutine, mais ça, c'est un autre sujet. Veille UX, c'est important de se tenir informé. Donc là, vous utilisez les prompts et vous changez UI design par votre métier et vous aurez tout un tas de sites qui peuvent être intéressants pour faire de la veille. Des livres aussi. Ça, c'est une question récurrente des étudiants. Monsieur, vous me conseillez quel livre ? Je conseille ceux que ChatGPT conseille. Voilà, ça aussi, je suis régulièrement contacté pour... voilà, il y a tout un sujet c'est sociétal, hein, des reconversions, des gens qui veulent des métiers avec plus de sens. Et donc régulièrement, des gens de tout âge qui me contactent pour savoir quel type de parcours il existe. Et pareil, ça peut permettre de... Enfin, je ne connais pas tout, donc ça peut permettre de compléter ma propre base de données. Et après, je vous ai mis tout un tas d'autres choses que vous pourrez tester par vous-même. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Moi, ça fait un quart d'heure que je vous parle. Donc, le mode indirect pour les API et les plugins. Donc là, on va rentrer sur des choses Donc, Victor vous a déjà précisé ce que c'est une API. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai testé en réel dans Google Sheets. Vous pouvez intégrer une API ChatGPT pour appeler avec la fonction GPT qui est là avec un prompt et des paramètres en entrée. Et vous scrollez et ça va, comme dans un magnifique tableur Excel, générer toutes les réponses, mais ça appelle GPT. Bon, là où le bas blesse, c'est que quand vous faites ça de façon industrielle, très vite, il dit qu'il faut un abonnement et il n'arrive plus à charger les données. Et du coup, j'ai imaginé de use case. Je veux... pardon. C'est vrai que le clic part vite. Je veux mieux comprendre mes clients sur un nouveau projet, dans un nouveau domaine. Donc les jobs to be done, c'est les tâches principales des personnes qui vont utiliser mon service ou mon produit.
Je vais même jusqu'à demander une première version des personas, donc l'archétype d'un profil dont on parlait tout à l'heure. Et là, je peux questionner ChatGPT de façon rapide et en une demi-journée, je me fais une petite base sympathique toujours en point de départ. Hein, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est vrai. Je dirais même que souvent ce qu'il dit est faux. Voilà, c'est dit. Et deuxième use case, plus dans une logique d'inclusion, d'accessibilité, des choses qui me tiennent à cœur. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais initié quelque chose dans Google Sheets. Je mets mon texte, par exemple, c'est la documentation que je fournis à mes clients sur mon produit. J'aimerais une formulation plus inclusive. Le FALC, c'est le facile à lire ou à comprendre. Donc c'est une formulation plus simple, parce que le français est très verbeux. Des fois, on fait une phrase, ça vaut un paragraphe. Et donc pour les gens qui, par exemple, ont des déficiences cognitives, etc., donc il faut faire des phrases beaucoup plus courtes. Donc ça, c'est le FALC. D'ailleurs, ChatGPT connaît le FALC, donc c'est pas mal. Et voilà, vous pouvez reformuler tous vos textes clients ou votre documentation de façon un peu plus inclusive. OK. Et pour finir, sur les use cases, l'outil Figma, c'est une grosse communauté mondiale pour l'instant. Après, on verra avec le rachat d'Adobe. Et du coup, il y a tout un tas de plugins. Certains sont français, donc Cocorico, avec des gens très sympathiques derrière qui sont demandeurs de feedback, parce qu'on a vu qu'il fallait une boucle de feedback quand on propose quelque chose. Et ça, c'est un premier plugin justement français. Donc, vous pouvez contacter les cofondateurs sur LinkedIn. Ils sont preneurs de feedback. Si jamais vous utilisez ça, je vous invite à leur donner du feedback. Et du coup, ben, c'est écrit tout en haut. Il y a 4 use cases. Il y a bientôt, ils font vivre leurs produits. Donc, c'est des plugins gratuits, pardon, je n'ai pas précisé. Ils font vivre leurs produits. Donc, il y a aussi des nouvelles features qui vont arriver. C'est assez sympa à utiliser. Je l'ai déjà dit, mais voilà, il y a Valérie qui fait partie des personnes de l'équipe. Et moi, je vous donne juste un exemple. Donc, pour l'instant, ça fait partie de mes feedbacks. Côté UI, c'est pas super sexy, mais en tout cas, en termes de contenu, c'est bien, c'est structuré et ça vous prend 2 secondes à générer ça par profil. Je vous ai mis les infos. Donc, le deuxième plugin, c'est Genius, qui n'est pas encore disponible, mais voilà, vous pouvez vous inscrire à la waitlist. Et qu'est-ce que ça fait? La promesse, c'est un pas de plus de franchi dans les design language system avec diagramme. C'est un AI assistant, donc moi j'aime bien le terme d'assistant, qui vous accompagne, qui nous accompagne dans la création d'interfaces directement dans Figma. Donc là, on est quand même dans notre quotidien, on est dans mon outil métier de production de maquettes, et c'est-à-dire que je peux interroger la puissance de l'algorithmie de l'IA directement sans sortir de... Parce que bon, c'est bien le ChatGPT, mais je préférais être intégré dans mon outil. Et là, c'est le cas, et je peux du coup générer des modèles d'interface ou des structures d'interface directement. Je crois que j'ai mis des petites... OK. Je vous ai mis des exemples. Youp. Ah, j'avais mon curseur. Ça, c'est le problème d'être beaucoup trop près. Donc là, You, c'est moi. Je suis designer, je suis dans Figma et je suis en train de maqueter quelque chose. Et il y a Genius que j'ai activé. Et en fait, il va venir m'aider pour remplir un zoning, par exemple, donc une première ébauche de maquette. Il va proposer des choses, je peux lui dire non ou les supprimer ou le laisser produire des choses. Donc là, c'est pas très impressionnant, mais c'est juste pour dire qu'il vient de façon très intégrée dans mon écosystème de travail. On est d'accord? C'est pas très impressionnant, mais en même temps, il n'y a vraiment pas d'humain derrière. Donc c'est vraiment juste, c'est un assistant qui vous accompagne et qui bouge des choses pour vous, pour vraiment se représenter ce que c'est un Genius dans Figma. Et sur Twitter, on a trouvé je ne sais pas si c'est un dev ou un commercial du projet qui a fait un faux leak ou un vrai leak parce que là, on va voir qu'on est en local sur une machine. Et du coup, ça va être un peu plus... J'ai reperdu mon pointeur. Hop. Donc, on en était à Genius qui tourne en local et qui, vous voyez qu'on peut accepter ou non. Donc, l'humain garde, le designer garde la main sur ce que propose Genius à côté. Donc, c'est vraiment une logique d'assistant. J'aime bien ce terme sur ces use cases.
Du coup, on va avancer juste pour montrer qu'il y a tout un tas de choses qui arrivent. La promesse de Galileo, donc ça c'est un des plus connus. En tout cas, si vous suivez un petit peu l'actualité des plugins en termes de design. Donc celui-là va créer vraiment, vous permettre en quelques prompts de générer des interfaces. Pareil, c'est pas encore disponible, donc tout un tas de promesses, des choses à suivre. Je vous ai mis un maximum les liens pour suivre ça si ça vous intéresse. Vous inscrire au waitlist. On ne sait pas trop non plus si ça sera payant, etc. Donc là, je demande une première page avec une page de login. Avec le prompt est super simple. Après, quelle banque d'images il va générer, etc. Ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, 3 prompts, 3 écrans utilisables directement dans mon proto Figma en quelques secondes. Donc c'est assez. Ça révolutionne un petit peu notre façon de travailler, potentiellement. Et juste Cocorico, ça c'est une initiative française avec des gens super sympas aussi derrière. Donc j'ai pas pu m'empêcher. Peut-être que c'est un effet français, c'est les seuls à mentionner le tarif. Le français est transparent ou optimiste, on ne sait pas. Pareil, je vous ai mis une petite vidéo, mais vous pourrez les revoir, c'est dans les slides. Pareil, j'ai pas d'action chez eux. Celui-ci est assez prometteur parce qu'on pourra vraiment spécifier tout un tas de styles, le padding, le background, les sizes, les spacing, etc. Enfin, tout un tas de choses. Ça sera aussi intégré à Figma et donc là on est dans le monde de demain, on génère des maquettes en quelques prompts. Après du coup on rentre dans la logique avec laquelle je suis totalement en phase côté Victor. Il y a une vraie compétence au prompt engineering. Je peux être super bon designer mais très mauvais en prompt engineering, ben, du coup je ne pourrais pas forcément utiliser cet outil de façon optimale. Et après, je vais aller assez vite sur les derniers. Celui-ci, c'est pour Harry Potter. On est magicien. Et je vous ai mis d'autres que j'ai pas moi testé personnellement, mais pareil à suivre selon ce que vous recherchez. Ça, c'est moi qui l'ai généré la semaine dernière. Donc le chien est un peu chelou, bah, c'est parce que c'est une IA qui l'a généré. Voilà. Juste pour faire le bilan en 2 minutes et 27 secondes. Déjà, je vais mouiller un petit peu. Je pense qu'à très court terme, non. Enfin, je dis ça parce qu'il y a tout un tas de designers qui ont un petit peu peur ou qui se posent des questions. Donc moi, je pense que l'IA telle qu'elle existe aujourd'hui, en tout cas telle qu'on l'a vue, ça ne va pas forcément remplacer le designer. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est celle-ci. L'IA ne va pas vous remplacer, c'est plus une personne qui aura appris à l'utiliser. Le principal atout pour moi, designer, c'est que j'ai un assistant super utile et efficace dans certaines tâches. Et donc, ça peut m'aider à être plus rapide, plus performant, entre guillemets. Ça, vous l'avez compris. Principale limitation, c'est que c'est un robot. Il n'est pas branché par exemple, ChatGPT, la reine d'Angleterre est encore vivante. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais en tout cas, c'est ça. Et donc, au cœur du design se situe nous, l'humain. Dans UX, il y a user. Donc, Chloé et moi, nous allons à la rencontre des utilisateurs. Ça fait partie de notre job. Et donc, GPT, c'est plus un outil, une technologie à notre disposition avec laquelle on peut ou on ne peut pas jouer selon les contextes. D'autres limitations, c'est GPT qui le dit lui-même pour celles et ceux qui l'ont utilisé. Donc vous allez sur le site d'OpenAI, vous dites je veux un nouveau chat et tout de suite il vous met en alerte sur ses limites. Voilà, merci de votre écoute et au plaisir d'en discuter. Merci Tanguy. Et je vous ai mis les slides ici sur le. Enfin, on vous donnera l'URL plus tard. Il y a beaucoup d'exemples qui ont été donnés, donc on vous transférera bien entendu la présentation avec tous les exemples pour aller voir ces prompts. Du coup, est-ce qu'on a des questions en ligne ou dans le public? Oui. Attends, je vais te donner le micro, ce sera plus facile. C'est une question très basique, mais dans les exemples de prompt, il me semble qu'il y avait un prompt sur la donnée, où va la donnée. Du coup, moi, typiquement, je travaille dans la cybersécurité chez AXA, et c'est un gros sujet au niveau des développeurs qui vont corriger leur code sur ChatGPT. Donc, du coup, où va la donnée concrètement? Aux États-Unis, par exemple. Aujourd'hui, c'est assez obscur, mais c'est une très bonne question, donc elle n'est pas basique. Au contraire, c'est fondamental, surtout si on parle d'éthique dans 10 minutes.
Aujourd'hui, tout un tas de gens se posent la question de la souveraineté de la donnée, donc c'est au cœur du sujet. Quand je dis que je joue avec, même pour le boulot, en fait, je m'abstiens évidemment de poser des données sensibles clients et je reste sur des use cases assez génériques. Et là, c'est un frein pour moi parce que je m'auto-freine à ne pas y aller complètement. D'ailleurs, ChatGPT lui-même, quand je lui demande les sources de ce qu'il me raconte, il est infichu de me parler de ses sources. Donc, il y a un sujet à la fois dans les données que moi je lui donne et ce qu'il en fait, et à la fois de sa capacité à me faire un retour et de clarifier ce sujet. Si je peux continuer là-dessus, j'ai fait mes recherches, vu que ça m'intéresse aussi, étant développeur. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'à ce jour, ce qui se passe, c'est que ChatGPT ne collecte pas genre qui vous êtes. Il ne va pas faire le lien avec votre compte Google et savoir qui c'est qui demande. Par contre, le texte qui est contenu dans le prompt, lui, va en effet se retrouver potentiellement dans un data center, dans des fichiers de log, partout. Ça, c'est à la discrétion d'OpenAI, on va dire. Ils ne sauront pas que c'est moi, mais par contre, en effet, le code pourra nourrir les versions suivantes du logiciel. C'est un peu ça le pari qu'ils font aujourd'hui, de l'ouvrir au public pour agrandir le dataset, parce qu'ils ont fini de lire Internet, donc maintenant on va lire des prompts et des réponses. Donc en effet, je pense qu'il y a un sujet RGPD important à traiter. D'autres questions, du coup, dans le public? Oui. Tu peux commencer à les dire, si tu veux, je la répète. Moi aussi, je bosse en cybersécurité chez BNP Paribas. Et du coup, je me demandais où étaient stockées justement ces données. Est-ce qu'on sait aujourd'hui où sont les data centers qui gèrent justement les données de OpenAI? États-Unis. Ok. C'est un petit pays à l'ouest. Donc, ok. Faut demander à ChatGPT. Oui, non, c'est une vraie question. Il y avait une autre question de l'autre côté? Non. Alors moi, pour venir, une dernière... Ah, si. Moi, j'avais une question plus sur la partie recherche en termes du X. Quel va être l'impact, quelle va être la limitation sur cette partie du questionnaire plus dans le sens quali sur ChatGPT? Parce que logiquement, on serait plus vraiment sur l'aspect de l'aspiration et peut-être les débuts de questionnaire pour voter que ça soit plus ouvert et pas trop fermé. Il va être super mauvais sur le contenu et il va m'aider sur le contenant, sur les formulations, sur réviser mon texte, sur le résumé si j'ai un corpus, etc. Mais oui, totalement. Aujourd'hui, la compétence sur le quali, ça reste dans la main du designer. Et c'est pour ça que je pense qu'à court terme, on ne va pas être remplacé par l'IA. Donc c'est dans la logique de... on est en phase. Merci beaucoup. Alors, c'est une question en ligne. Alors, ça pas vraiment sur le design, donc c'est plus une question générale. Tu veux peut-être que je la pose tout à l'heure? L'éthique? Ok, très bien, pas de souci. Une dernière question sur le design. Moi, je voulais juste rajouter un élément sur tous les prompts, surtout les usages indirects dans Figma, etc. Aujourd'hui, par exemple, le prompt to Figma, alors je l'ai vu plutôt en effet démo aussi, je ne l'ai pas essayé moi-même, mais par exemple, pour organiser tous les design systems, pour revoir tout ça et du coup proposer en fait une base d'organisation de design system, etc. Donc là, ça commence vraiment à être très puissant sur toute la partie UI aussi de production, etc. Là où je trouve qu'en recherche, mis à part te donner des idées de templates, etc., où c'est encore un peu limite, justement. Qu'est-ce que tu en penses de l'impact entre UI et UX Research pour mettre vraiment les deux opposés là-dessus? Enfin, moi, j'ai une approche curieuse et ouverte, mais effectivement, en prenant du recul, je suis en phase. Sur la UI, on avait discuté d'un use case très précis qui est je veux documenter mon design system. En plus, c'est quelque chose qui, pour tout un tas de designers, prend du temps ou on ne prend pas ce temps. Et là, justement, d'automatiser ces tâches-là, au moins en premier jet, après le designer va garder la main, ou il peut garder la main. Mais il y avait un use case, un prompt, je crois que j'ai juste mis un lien vers un article dans lequel vous verrez tout ça. Et il vous sort une documentation longue comme le bras, donc ça ne tenait pas dans les slides. Mais juste de documenter un composant, genre documente-moi juste les différents états de mes boutons dans mon design system. Il peut générer des choses très précises si le contexte est de qualité. Et du coup, vous retrouvez ça dans un article que j'ai mis en source. Merci Tanguy en tout cas. Merci. Merci pour ta présentation.